Vous n'aimez pas l'œuvre de Picasso, mais vous êtes simplement incapable de la comprendre. C'est ce qu'exclamerait un habitant de la 4e dimension en contemplant les toiles quelque peu délirantes de cet artiste espagnol controversé, dont le nom complet est Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Ruiz y Picasso. Un véritable cauchemar, n'est-ce pas? Ces tableaux, aux yeux de la plupart des terriens, ressemblent à un chaos. Cette idée sert de préambule à cette vidéo où nous tenterons d'élargir notre vision du monde. Il est étonnant de constater que, bien que nous vivions dans un espace 3D, nous sommes incapables de le percevoir pleinement. Pour cela, il faudrait réaliser l'impossible. De nombreuses œuvres d'art témoignent de tentatives de dépasser les limites de la perception humaine et d'imaginer la vie en 4, 5 dimensions, voire plus. Par exemple, la célèbre peinture de Salvador Dalí, La Crucifixion, est aussi connue sous le nom de corps hypercubique, car le Christ, par la volonté de l'artiste, est crucifié sur le déploiement d'un tesseract, un hypercube quadridimensionnel. L'idée d'une dimension alternative est également explorée dans le film de science-fiction Interstellar. Rappelez-vous la scène où le héros entre dans un trou noir et découvre, à la place d'une singularité, mais nous n'allons pas dévoiler la fin du film au cas où certains ne l'auraient pas encore vu. Revenons à Picasso. Beaucoup pensent qu'il possédait un don unique pour voir le monde de manière non conventionnelle. Pensez à ces tableaux où les parties du corps, les traits du visage, les objets et les silhouettes sont mélangés de façon délibérément difforme. Ce qui nous apparaît comme un chaos serait peut-être perçu différemment par un habitant de la 4e dimension. En observant cette cacophonie picturale d'un point de vue extérieur, il apprécierait la véritable beauté du tableau. Le mot-clé pour comprendre les autres dimensions est donc le point de vue extérieur. Imaginez que nous soyons dans un monde 2D. Tous les objets semblent être à portée de vue, ils ne peuvent tout simplement pas se perdre. Le problème est que les êtres vivants dans ce monde hypothétique 2D n'auraient qu'une vision unidimensionnelle. Ils ne verraient qu'une ligne au premier plan. Notre principe d'observation de la réalité est similaire, seulement un cran au-dessus de la vision unidimensionnelle. L'être humain possède une vision binoculaire, donc à la fois et tridimensionnelle, mais vivant dans un monde tridimensionnel, il est incapable de le voir tel qu'il est. Nous ne prenons conscience de la 3e coordonnée que lorsque la figure est en mouvement. Imaginez un cube statique et un cube en rotation. Par exemple, en regardant une personne de dos, vous ne verrez jamais son visage tant qu'elle ne se retournera pas. Or, si notre vision était tridimensionnelle, en entrant dans une pièce, nous remarquerions instantanément un chat caché sous un canapé, un billet de 100 € caché dans le 2e tome de Guerre et Paix, et le visage de notre interlocuteur en même temps que sa nuque. Félicitations! Après cela, vous avez le droit d'utiliser le même j'ai tout vu. Et c'est ainsi que notre monde apparaîtrait du point de vue d'un habitant d'un espace 4D. Nous avons une 4e dimension, le temps, mais les humains la considèrent comme une donnée acquise, sans avoir la possibilité d'y influer, de l'arrêter, de la renverser, de visiter le passé ou le futur. La seule chose que nous puissions faire, c'est compter ces secondes. Mais ce n'est pas le sujet ici. Pendant longtemps, l'espace quadridimensionnel a été considéré comme quelque chose de mythique, d'incompréhensible et d'effrayant, comme un centaure ou une chimère cracheuse de feu. Plus tard, ce continuum a été décrit dans la théorie de la relativité d'Einstein comme l'espace de Minkowski. Malgré cela, les scientifiques continuent à le considérer comme une curiosité scientifique. Quels exemples, outre ceux déjà mentionnés, permettent à l'homme d'imaginer au mieux à quoi ressemble un monde 4D? On utilise souvent l'analogie des hypercubes. Suivez bien, un point sur une feuille de papier est un cube zéro-dimensionnel. Si on relie 2 points, on obtient un segment, une figure unidimensionnelle. En copiant la même ligne à côté et en reliant les sommets, on obtient un carré bidimensionnel. En faisant de même avec ce carré, voilà, nous avons un cube tridimensionnel, dont nous ne pouvons pleinement appréhender les propriétés qu'en le faisant bouger. Et à quoi ressemblera un cube dans un espace quadridimensionnel? Pour dessiner un tesseract, il faut procéder de la même manière que dans les cas précédents, placer 2 cubes tridimensionnels côte à côte et relier successivement les sommets des figures. Le résultat est quelque chose d'absurde. Bienvenue dans la réalité quadridimensionnelle, même si nous n'en sommes qu'au début. Essayons de faire tourner le tesseract. Ce qui, dans notre monde, apparaît comme une déformation issue des profondeurs de l'espace 4D, ressemble à une rotation tout à fait ordinaire. Si Picasso, que nous laissons de côté pour le moment, avait acquis la capacité d'agir comme un habitant de la 4e dimension, ce super-héros pourrait traverser les murs aussi facilement que nous sautons à la corde, se déplacer dans des directions anormales,
créer une réflexion spéculaire des organes humains et voir à travers les choses, au sens littéral du terme. Ceux qui ont vu le film de Lars von Trier peuvent avoir une vague idée de ce que signifie voir à travers les murs, car les murs y étaient dessinés à la craie. Mais l'exemple le plus classique de jeu spatial de l'imagination est sans doute le roman d'Edwin Abbott, Flatland. Asimov considérait cette œuvre comme la meilleure tentative de représentation de dimensions différentes de la nôtre. Mais l'une des idées les plus précieuses du roman, exprimée par l'auteur sous une forme allégorique, est la suivante: aucun habitant de sa dimension n'a jamais envisagé l'existence d'autres mondes, avec l'obstination d'une ignorance profonde. Chacun considérait sa dimension comme le summum de la création et la dernière frontière de l'évolution spatiale. Cela ne vous rappelle rien? En parlant de science-fiction, H.G. Wells est probablement l'exemple le plus réussi d'écrivain prophète. Bien avant Einstein, plus précisément 10 ans avant l'apparition de sa célèbre théorie, ce génie de la littérature, dans son roman La machine à explorer le temps, a suggéré que notre monde n'est rien d'autre qu'un espace-temps quadridimensionnel. Il a également été le premier à mentionner dans ses œuvres l'antigravité, le laser et même les mondes parallèles. Revenons à nos moutons. Le Tesseract est-il la seule création de l'espace quadridimensionnel qui se soit frayé un chemin dans notre monde? Non, vous oubliez le ruban de Mébius, ce symbole d'infini, et la bouteille de Klein, des objets réalisables dans le cadre de la géométrie euclidienne. En bref, le premier objet est une bande dont les extrémités opposées sont collées, mais l'une d'elles est préalablement retournée. Le modèle du ruban de Mébius est utilisé dans la fabrication de convoyeurs, de systèmes d'enregistrement et d'imprimantes matricielles. Quant à la bouteille de Klein, il s'agit d'un récipient avec des ouvertures dans les deux parois. Le goulot de cette bouteille exotique doit être passé à travers un trou dans le corps et relié en boucle fermée à l'ouverture du fond. Voilà pour l'acrobatie quadridimensionnelle. Nous n'allons pas essayer de vous convaincre de la multidimensionnalité de l'espace de Hilbert, nous allons simplement vous donner un dernier exemple pour vous aider à comprendre l'incroyable complexité de l'univers. Imaginez que nous soyons des poissons nageant dans une mare très peu profonde. Comme nos yeux sont situés sur les côtés, nous ne pouvons nous déplacer que vers l'avant, l'arrière, la droite et la gauche. Soudain, il se met à pleuvoir. Les poissons ne peuvent pas voir les gouttes, mais ils perçoivent les ondulations causées par leur impact. Ainsi, le physicien allemand Theodor Kaluza a supposé que les oscillations de la lumière que nous voyons sont le reflet de vraies ondes qui couvrent la 5e dimension. Même Albert Einstein a été choqué par cette hypothèse audacieuse. Pour conclure, et pour illustrer les débats acharnés qui ont lieu dans le monde scientifique au sujet de la multidimensionnalité, citons la phrase d'Alexandre Pope gravée sur la tombe de Newton, et complétée plus tard par un critique pointilleux: « Ce monde était enveloppé de ténèbres profondes, et voici que la lumière est apparue avec Newton. » Mais Satan n'a pas attendu longtemps sa revanche, Einstein est arrivé, et tout est redevenu comme avant. Que pensez-vous lorsque vous entendez parler de machines à voyager dans le temps? Certains pensent immédiatement au roman intemporel de H.G. Wells, La machine à explorer le temps. Aimeriez-vous utiliser cette merveilleuse invention? Certains aimeraient jeter un coup d'œil au passé pour voir nos lointains ancêtres, tandis que d'autres rêvent de voyager dans le futur pour savoir à quoi ressemblera l'humanité dans quelques décennies, voire quelques siècles. Quoi qu'il en soit, tout cela semble très fantastique, n'est-ce pas? C'est difficile à croire, mais de nos jours, il existe des réflexions sur des moyens réels de voyager dans le temps. Nous avons essayé de les systématiser et de comprendre comment ces voyages pourraient être effectués, et nous sommes prêts à partager nos conclusions avec vous. Peu importe les efforts des scientifiques pour créer une machine à voyager dans le temps, l'humanité ne possède toujours pas cette technologie. La science manque tout simplement de connaissances, de matériaux et surtout de spécialistes pour réussir cette percée. Mais qui sait, peut-être que l'un d'entre vous, nos spectateurs, deviendra dans le futur non seulement un grand physicien, mais aussi un ingénieur constructeur génial. Notre tâche est de vous intéresser, de vous familiariser avec la théorie, et la vôtre est d'absorber ces connaissances et, peut-être, après les avoir approfondies, vous deviendrez le créateur de la première machine à voyager dans le temps de l'histoire de l'humanité. Imaginez que vous puissiez rapprocher les gens d'un appareil sur lequel de nombreux films de science-fiction ont été tournés et de nombreux romans écrits. Il existe 3 hypothèses principales pour expliquer le processus de déplacement dans le temps. La première est liée à la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Selon elle, un saut dans le futur n'est possible qu'à la vitesse de la lumière. Le temps pour un objet en accélération ralentit par rapport aux objets au repos. Imaginez que, en voyageant à la vitesse de la lumière, vous puissiez faire 10 fois le tour de la Terre à l'équateur en environ 1 seconde.
Appliquons cette théorie à une échelle plus grandiose, vous pourriez voyager à la vitesse de la lumière jusqu'au système stellaire Alpha du Centaure. Pendant ce temps, nous, simples mortels, restons sur Terre en attendant votre retour. Pendant que vous explorez l'infini de l'univers, nous continuons à vivre notre vie, ce qui implique naturellement le processus de vieillissement. Pour vous, seulement 6 ans se seront écoulés, tandis que pour nous, ce seront 10 ans. À votre retour sur Terre, vous verrez à quel point tout a changé. Vos enfants, s'ils étaient petits, auront grandi, vos amis seront plus âgés que vous, et les technologies seront encore plus perfectionnées, mais vous n'aurez que 6 ans de plus. La deuxième hypothèse est liée à la cryogénisation. Il existe certaines espèces d'organismes vivants qui peuvent tomber en léthargie en raison d'un manque de nourriture ou d'un changement de température ambiante, puis se réveiller après un certain temps avec les mêmes caractéristiques qu'avant leur sommeil. Souvent, l'exposition à de basses températures est directement liée à ce processus. Cependant, il y a un petit problème, le corps humain ne fonctionne pas comme celui d'un reptile ou d'un amphibien à sang froid. Les scientifiques ne peuvent rien y faire pour le moment, il faudra donc attendre pour la cryogénisation. La troisième hypothèse est une tâche sérieuse de modernisation de nos connaissances en physique quantique. Théoriquement, en améliorant nos connaissances dans cette discipline scientifique, nous apprendrons tôt ou tard à déplacer des informations et même des objets physiques dans l'espace en quelques instants. C'est génial, mais c'est facile à dire, améliorer ses connaissances. Demandez-vous vous-même, est-il facile d'améliorer rapidement ses connaissances dans un domaine quelconque? C'est un processus très laborieux qui prendra inévitablement beaucoup de temps à l'humanité. Nous pouvons donc laisser cette hypothèse aux générations futures. Il s'avère que la première hypothèse semble la plus plausible. Le célèbre physicien Stephen Hawking a longtemps travaillé sur son lien avec les voyages dans le temps. Il a fait plusieurs tentatives pour prouver la possibilité même de tels déplacements. Dans son dernier livre, Brève réponse aux grandes questions, publié en 2018, il a fait sa dernière supposition pour résoudre ce problème important. Quelle est la vitesse de la lumière? Dans le vide, elle est de 299 792 458 mètres par seconde, soit 299 800 km par seconde. Dans l'air, la vitesse sera inférieure, mais pas beaucoup, même si cela peut compliquer le saut dans le temps. Il semble donc qu'il soit préférable d'effectuer ce saut dans le temps en dehors de l'atmosphère de la planète. Maintenant que nous connaissons la vitesse de la lumière et les conditions ambiantes optimales pour commencer ce voyage, il ne nous reste plus qu'à comprendre quel appareil pourra nous aider à mener à bien cette mission. L'objet le plus rapide jamais créé par l'homme est la sonde solaire Parker. Sa vitesse record est d'environ 300 930 km/h. On estime qu'en 2025, elle atteindra une vitesse maximale de 692 000 km/h. Un excellent résultat pour une sonde, mais toujours insuffisant pour voyager dans le temps. Même à cette vitesse maximale, elle ne représentera que 0,0064% de la vitesse nécessaire. Que faire? Faisons appel à notre imagination. Oublions les formalités liées aux limitations techniques des engins spatiaux, aux capacités du corps humain et à certaines lois de la physique. Essayons de nous approcher d'obtenir ne serait-ce qu'1% de la vitesse de la lumière. Vous devrez combiner les capacités de ces appareils similaires à Parker, qui devront fonctionner simultanément et à la limite de leur capacité. Pour atteindre 100% de la vitesse de la lumière, il nous faudrait 1600 de ces sondes. Il faut également tenir compte du fait qu'une telle sonde coûte 1,5 milliard de dollars. Après de simples calculs, on peut conclure que le coût total de ce projet pourrait atteindre 2,4 billions de dollars. De plus, personne ne peut même imaginer comment un tel dispositif colossal fonctionnerait. Un résultat défavorable d'un tel lancement est tout à fait probable, et compte tenu de ce coût gigantesque, cela pourrait être le plus grand échec de l'humanité dans l'espace. De quoi d'autre aurons-nous besoin d'argent? Pour tenter d'atteindre la vitesse de la lumière, il faudra un volume de carburant incroyable, et pour maintenir cette vitesse, ce volume devra être tout simplement infini. Dans l'espace, vous ne trouverez pas de station-service, ce n'est donc pas ce qu'il faut. Passons au plan B. Selon les conclusions de Hawking, l'homme peut voyager dans le temps grâce à la déformation de l'espace-temps. Si cette déformation se produit, on obtient ce qu'on appelle un trou de verre. Excellent, mais il y a plus. Vous pourrez voyager aussi bien dans le futur que dans le passé, cela dépendra seulement du type de trou de verre. Pour vous représenter cela, dessinez 2 points sur une feuille de papier. Il y aura une certaine distance entre eux. Le déplacement d'un objet hypothétique entreprendra un certain temps, mais nous pouvons ruser pour réduire ce temps.
Il suffit de plier la feuille et de superposer ces deux points. C'est ainsi que fonctionnent les trous de verre. Selon la théorie de la relativité, tout semble facile et simple. Ce n'est pas le cas. Nous avons complètement oublié la matière exotique. Avant d'utiliser un trou de verre, vous devez le remplir de cette substance, sinon aucun objet ne pourra même y pénétrer. En l'absence de cette matière, le portail à travers le temps et l'espace se refermera avant même que vous n'essayiez de l'utiliser. Naturellement, par la loi de Murphy, ce type de matière n'est toujours pas connu de l'humanité. Cependant, personne n'a annulé l'imagination humaine. Nous pouvons très bien imaginer comment fonctionnerait une machine à voyager dans le temps à l'aide d'un trou de verre. Le trou de verre devrait être accéléré à une vitesse proche de celle de la lumière, puis ramené à son état initial. Cela semble assez compliqué, c'est pourquoi même les meilleurs esprits de la science moderne ne peuvent rien créer de semblable en pratique. Mais peut-être ne devrions-nous pas créer un trou de verre? Peut-être avons-nous une chance d'en trouver un dans l'espace? C'est tout à fait possible, et les chances de le trouver sont plus élevées que vous ne le pensez. On considère qu'un trou de verre, qui est un autre nom pour un trou de verre, est une combinaison possible de trous noirs et de trous blancs. Ces objets ont une forte courbure de l'espace, mais un trou de verre n'a pas d'horizon des événements comme un trou noir unique. Rappelons qu'un horizon des événements est essentiellement un piège, un point de non-retour après lequel nous ne pourrons plus revenir. Malheureusement, de tels objets n'ont pas encore été détectés dans l'espace. Les théories précédentes décrivent principalement les moyens de voyager dans le futur, mais les trous de verre peuvent ouvrir une brèche vers le passé. Mais là encore, tout cela est lié à des décennies de recherche spatiale et de développement scientifique. Que avons-nous actuellement? Saviez-vous que nous pouvons voyager dans le passé sans même sortir de chez nous? Vous pensez que nous nous moquons de vous? Regardez simplement par la fenêtre le ciel nocturne. Vous verrez la lumière réfléchie des planètes et provenant d'étoiles lointaines. Pour atteindre la Terre, cette lumière met des millions d'années à voyager. Vous n'observez pas seulement le ciel étoilé, vous le voyez tel qu'il était il y a des millions et des millions d'années. Pendant que vous regardez le ciel nocturne, les scientifiques continuent à réfléchir à la façon de rendre les voyages dans le temps réalité. Ils nourrissent les fantasmes de nombreuses générations de rêveurs. Attention, voici RTBF, pardon, je me suis laissé emporter. Il s'agit toujours du télescope Hubble, mais le thème de cette vidéo est clairement lié à l'ufologie et aux mythes qui entourent cette pseudo-science. Vous découvrirez ce qu'est le sexe extraterrestre, si la théorie de la panspermie est justifiée, et vous répondrez à la question fondamentale, où sont-ils tous? Alors, munissez-vous de popcorn et trouvez un point d'appui solide, ça va être chaud. Commençons par le dernier point. Un jour, le physicien italien Enrico Fermi, qui a créé le premier réacteur nucléaire au monde, s'est demandé pourquoi, pendant toute l'existence de la civilisation humaine, nous n'avons pas rencontré d'extraterrestres et n'avons pas détecté un seul signal radio extraterrestre clair, et ce malgré des arguments de poids en faveur d'un univers densément peuplé. Où sont les sondes d'Alpha du Centaure? Où sont les navettes avancées? Où est le retour d'informations? Nous continuons obstinément à mener un monologue avec le macrocosme, en comptant sur la véracité de l'équation de Drake et en envoyant des salutations dans le vide. L'espoir de trouver des êtres similaires a donné naissance au projet SETI, un programme mondial de recherche de civilisations extraterrestres. Le succès de cette entreprise est depuis 60 ans remis en question. Ne nous comparons pas à des sectes comme les témoins extraterrestres ou les adventistes du 7e jour, et essayons de regarder la situation de manière critique. Les tentatives de prouver que les extraterrestres existent, de trouver des signes de vie microscopiques sur d'autres corps célestes, d'interpréter des photos d'extraterrestres ou de déchiffrer la nature des signaux cosmiques se brisent invariablement sur les récifs de la dure réalité. Par exemple, le signal WOW, la preuve la plus connue à ce jour de l'existence d'extraterrestres, a été enregistré par le radiotélescope Bigger le 15 août 1977. WOW est un code alphanumérique unique, 6EQ5, interprété comme une tentative d'une civilisation de contacter les terriens. On suppose que l'impulsion radio nous est parvenue de la constellation du Sagittaire. Est-ce réel? Pas vraiment. Il s'agit simplement d'un tas de fantaisies et de faits inventés. Les sursauts radio rapides préoccupent depuis longtemps les astrophysiciens, et leur origine est attribuée à l'explosion d'étoiles à neutrons, aux pulsations de magnétars, au transit de comètes et même aux traces d'activité de vaisseaux spatiaux. Mais malheureusement, malgré les efforts des astronomes pour capter à nouveau le signal WOW, ils ont échoué.
la majorité des scientifiques pensent que les soi-disant preuves radio de l'existence d'extraterrestres ne sont rien de plus que le reflet de fragments de débris spatiaux ou un micro-ondes mal placé sur le territoire de l'observatoire. Les signaux sont donc le fruit d'une mauvaise interprétation, et les extraterrestres sont un mythe stupide. Alors, demandons-nous directement, avez-vous vraiment cherché partout? Partout où l'humanité peut atteindre pour le moment. Mais en priorité, Mars a été choisi comme point de départ pour les recherches. L'humanité continue d'y envoyer des flottes de sondes, nourrissant un désir maniaque de trouver des preuves de vie passée ou présente. De plus, certaines personnes persistantes, comme l'écrivain et futurologue britannique Sir Arthur Clarke, ont tenté de discerner sur la planète rouge des choses qui ne lui sont pas propres. En 2001, le Britannique a pris une photo de la NASA et a commencé à affirmer que la végétation foisonnait sur Mars, que les sondes stupides n'étaient pas capables de voir. Prévisiblement, cette déclaration retentissante s'est avérée être un canular. Ce que vous voyez sur la photo n'est rien d'autre que des dunes de sable surmontées de chapeaux de carbone gelé, et il n'y a pas de paysagiste martien. Il est réjouissant que Clarke ne se soit pas comparé à Charles Cross, qui proposait de fabriquer un miroir cyclopéen sur Terre et de graver un message directement sur la surface de Mars, ou au mathématicien Gauss, qui envisageait de semer une grande partie de la Sibérie avec un triangle de blé illustrant le théorème de Pythagore, afin que les Martiens puissent admirer l'intelligence collective terrestre. En d'autres termes, ici aussi, c'est un fiasco sans résultat concret. Au cours de l'existence de l'humanité, n'est-il pas resté une seule preuve réelle de la présence d'extraterrestres, ou au moins de tentatives de contact de la part d'extraterrestres? Nous laisserons de côté les pyramides de Gizeh. Où se cachent-ils? Dans des océans similaires, sur des super-terres, dans des trous de verre, ou dans des nuages d'énergie noire? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Tournons-nous vers l'apparence des humanoïdes, comme on les appelle dans le milieu des ufologues amateurs. Les informations varient beaucoup. Certains décrivent une créature humanoïde de grande taille, tandis que d'autres décrivent des pygmées verts à grosse tête et un corps mince. En ufologie pseudo-scientifique, les extraterrestres sont appelés les gris. Ce sont eux qui sont le plus souvent mentionnés par les témoins et qui apparaissent dans les films de science-fiction. Le témoignage oral le plus célèbre de l'activité terrestre d'OVNI est apparu en septembre 1961. Ce jour mémorable a eu lieu l'enlèvement du siècle. Betty et Barney ils rentraient chez eux en voiture le soir, revenant des chutes du Niagara, et étaient très joyeux, lorsqu'ils ont aperçu un point brillant se déplaçant de manière chaotique sur le velours du ciel nocturne. Naturellement, les méchants extraterrestres ont enlevé le couplet, après avoir bien fouillé dans le cerveau des Américains, les ont relâchés. Après cela, Betty a commencé à faire des cauchemars, et les époux ont consulté un psychiatre. Il est intéressant de noter que lorsque Betty a été mise en état d'hypnose, les récits du mari et de la femme sur les extraterrestres à tête de poire qui les ont examinés dans une étrange pièce à bord d'une soucoupe volante coïncidaient. C'est une bonne nouvelle, et une mauvaise, la description des extraterrestres ressemblait étrangement aux personnages de la série télévisée Au-delà du réel, diffusée quelques semaines auparavant. Mais il y a eu une preuve matérielle, une carte stellaire indiquant le point d'où venaient les visiteurs. Plus précisément, Betty a raconté à quoi ressemblait le schéma. L'astronome amateur Marjorie Fish a recréé l'Atlas stellaire, et prudence avec les moqueries, car pour les adeptes de l'ufologie, cet artefact est comme la Bible pour les chrétiens. Quoi qu'il en soit, il s'est avéré plus tard que la carte n'était pas précise, que la méthode de régression hypnotique n'est pas fiable, et que l'incident lui-même est extrêmement improbable. Reformulons une célèbre phrase du roman de Gorky, y a-t-il eu un contact? Peut-être qu'il n'y a pas eu de contact. Mais quel que soit le peu de preuves de civilisations extraterrestres dont nous disposons, les théories sur l'origine de l'humanité directement liées à l'espace sont toujours envisagées. Nous en arrivons à la panspermie, l'hypothèse qui affirme que, il y a longtemps, la Terre a été ensemencée par quelqu'un. En d'autres termes, les humains sont la progéniture d'extraterrestres. Ce qui est tout à fait possible, car certains biologistes attribuent à des parties de notre ADN une origine extraterrestre. Le premier à avoir émis l'idée de la panspermie n'est autre que le philosophe athénien Anaxagore. Elle était trop folle pour trouver des disciples. Ce n'est que quelques siècles plus tard que la théorie a été soutenue par Hans Richter. Mais voilà le problème, autant les scientifiques ont cherché ces graines sur les météorites, autant ils ont été déçus. Soit l'interprétation des découvertes était incorrecte, soit les micro-organismes étaient terrestres. Donc, là aussi, c'est raté. Pour terminer, mentionnons le sujet le plus brûlant, promis au début de la vidéo, le sexe avec des extraterrestres. Si les extraterrestres sont aussi nombreux sur Terre que le disent les témoins,
il est logique de supposer que nous pourrions nous rapprocher. En 1930, un crâne à la structure anormale a été découvert au Mexique. Selon les ufologues et les autres partisans de la conspiration extraterrestre, ce crâne appartenait au produit de l'amour d'un humain et d'un extraterrestre. Bien sûr, les faux scientifiques gênés ajoutent généralement que l'amour passionné n'a peut-être pas eu lieu, car les représentants des civilisations extraterrestres possèdent presque certainement la technologie de l'intervention génétique à distance. Quoi qu'il en soit, après un certain temps, de vrais scientifiques, grâce à l'analyse de l'ADN mitochondrial conservé dans l'os du petit extraterrestre, ont déterminé que le crâne appartenait à un enfant ordinaire né avec une maladie grave, l'hydrocéphalie. On pourrait s'arrêter là, mais pour ne pas saper votre foi en l'humanité et en ses esprits éclairés, nous n'essaierons même pas d'indiquer les statistiques des personnes qui pensent avoir été enlevées par des extraterrestres uniquement pour des expériences sexuelles. Bref, les gars, pendant que nous préparions cette vidéo, aucun extraterrestre ne s'est indigné de nos mensonges et n'a souhaité devenir consultant. Nous en tirons la conclusion triste que les rumeurs sur la zone 51 sont grandement exagérées. La plupart d'entre nous connaissent le nombre entier 0 depuis l'école. Nous savons à quoi ressemble ce chiffre et nous comprenons qu'il est impossible de diviser par 0, car il ne correspond à aucune quantité concrète de quelque chose. Mais ce n'est pas le cas du 0 absolu. Il y a quelques dizaines d'années, sa définition était simpliste, impossible. Mais avec l'arrivée de l'ère de la mécanique quantique, tout a radicalement changé. En termes simples, la définition du 0 absolu se résume à ses indicateurs de température, très différents du point de congélation classique de l'eau. Selon les différentes échelles, ils sont de moins 273 degrés Celsius, moins 459,67 degrés Fahrenheit ou 0 Kelvin. Dans l'environnement terrestre naturel, ces indicateurs n'ont jamais été atteints. La température minimale jamais enregistrée sur la planète a été mesurée en Antarctique en 1983, un peu au-dessus de moins 89 degrés Celsius. Mais dans le cosmos profond, il existe des endroits extrêmement froids. Par exemple, la nébuleuse du Boomerang, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Centaure. Selon les dernières données, sa température atteint le 0 absolu et est égale à moins 272 degrés Celsius ou 1 Kelvin. La nébuleuse, dont la forme ressemble à un papillon, est considérée comme l'endroit le plus froid de l'univers. Sa température aux limites est inférieure au rayonnement fossile émis lors du Big Bang. Soit dit en passant, son nom, Boomerang, a été jugé erroné par les astronomes après un examen plus approfondi de l'objet. Le nom de papillon conviendrait beaucoup mieux à la nébuleuse, mais il existe déjà dans le catalogue. Bref, nous nous sommes un peu éloignés du sujet. Pourquoi cette limite de température est-elle appelée 0 absolu? Comment les choses se comportent-elles à des températures extrêmes? Qu'est-ce qui a produit la nébuleuse du Boomerang, qui possède une température si anormale? Comme de coutume, commençons par la dernière question. Avant d'expliquer les mécanismes complexes de l'apparition d'objets étonnants qui ne correspondent pas au cadre de la physique traditionnelle, prenons un exemple concret. Effectuons une expérience simple, tendez votre main à 10 cm de votre bouche, inspirez profondément et soufflez sur votre paume en faisant une moue. Que ressentez-vous? Naturellement, l'air qui touche votre paume vous apportera de la fraîcheur. C'est ainsi que nous refroidissons une blessure chez un enfant ou que nous essayons de refroidir un soupe chaude. Maintenant, essayez de souffler sur votre paume avec la bouche grande ouverte. Vous sentez de l'air chaud sur votre main. Selon vous, un miracle s'est-il produit? Aucune magie, c'est de la physique ordinaire. Initialement, la température de l'air est la même, mais lorsqu'il passe lentement à travers un large orifice, il réchauffe la main. En revanche, lorsqu'il sort par une fente étroite, le flux se dilate rapidement et refroidit la paume. C'est selon le même principe, pensent les astronomes, que la nébuleuse du Boomerang s'est formée. Son apparition a été favorisée par un gaz stellaire chaud qui a été éjecté à grande vitesse par de minuscules orifices, refroidissant ainsi jusqu'à une température limite. Nous voici arrivés à la notion ambiguë de température. Nous savons tout et rien. Nous savons tout ce qu'est le chaud et le froid, et nous suivons régulièrement la température extérieure, mais nous ne comprenons pas complètement les mécanismes du processus. Pour simplifier, la température est directement liée au mouvement des atomes et des molécules. Ceci est confirmé par la théorie cinétique moléculaire. Plus ils se déplacent dynamiquement, plus le mercure monte. Il n'est donc pas difficile de deviner qu'il doit exister une limite inférieure, où le mouvement moléculaire s'arrête complètement. C'est le 0 absolu. Mais, comme mentionné au début de la vidéo, la théorie quantique a apporté des corrections à cette définition.
Des recherches modernes montrent que les atomes ne s'arrêtent pas complètement, mais entrent dans un certain état de vibration, sans libérer d'énergie, une énergie du point zéro. Cependant, ces corrections n'affectent en rien la limite inférieure de la température de la matière, qui reste de -273 degrés Celsius. La matière peut-elle atteindre l'état de zéro absolu dans la réalité? Le troisième principe de la thermodynamique affirme qu'il est impossible, dans aucune circonstance, de s'approcher du zéro absolu aussi près que l'on veut. On peut comparer ce paradoxe à la tentative de dépasser la vitesse de la lumière. Dans les laboratoires de cryogénie, des expériences de ce type ont été menées à maintes reprises, et pour le moment, les scientifiques ont réussi à atteindre une température de quelques milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu, mais le sommet de -273 degrés Celsius n'a toujours pas été atteint, pas même par la nébuleuse du Boomerang. Comment les substances se comportent-elles à des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu? De manière assez extravagante. Même ceux qui n'ont pas étudié la physique seront surpris par le comportement d'objets familiers à une température presque absolue, car leur expérience de vie leur dira que quelque chose ne va pas. Par exemple, de nombreux matériaux acquièrent des propriétés de superfluidité, se débarrassant complètement de la viscosité, s'agençant comme par magie en couches extrêmement fines et s'échappant facilement de tous les récipients. Dans de telles conditions, naît la notion de supraconducteur, complètement dépourvu de résistance électrique et permettant aux objets de léviter, surmontant la force d'attraction terrestre. Seules les conditions proches du zéro absolu permettent l'apparition d'un condensat de Bose-Einstein. La plupart d'entre nous ne connaissent que les 4 états de la matière, solide, liquide, gaz et plasma. Le condensat de Bose-Einstein appartient à une 5e catégorie, possible uniquement dans des conditions de refroidissement total. Dans un tel état, les bosons peuvent manifester des effets quantiques, en particulier la dualité onde-particule, devenant à la fois une particule et une onde. Seules les propriétés de l'hélium restent inchangées, dans la famille des éléments chimiques, il reste liquide même à -273 degrés Celsius. Néanmoins, il est évident qu'un monde dans les conditions du zéro absolu sera radicalement différent de celui auquel nous sommes habitués. Est-ce